curiosité, celle qui vous pousse à nous suivre tous les matins à 7h. Et c'est l'heure de vous informer sur la Radio Nationale du Mali. Le journal Moussa Papa Aïdara. Le compte à rebours est lancé. Des millions de fidèles musulmans à travers le monde rentreront bientôt dans le mois sacré du Ramadan, une période de jeûne, de prière et de partage. L'ambiance du Ramadan se fait sentir en ville déjà. Encore faudrait-il savoir les bienfaits du jeûne, surtout sur la santé du jeûneur. À suivre le dossier de la rédaction. Le rendez-vous financier de la Direction générale du budget s'est tenu hier. On apprend que le taux d'inflation restera stable à 2,5% et comme aux prévisions de croissance, il faut s'attendre à 5,5%. Il s'agit des travaux du processus budgétaire 2026. C'est officiel, le projet Culture Mali 2025 est lancé pour concrétiser la vision du président de la transition. L'idée est surtout de faire de la culture un levier de transformation sociale et économique en vue de donner au Mali son lustre d'antan sur la scène culturelle mondiale. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, les autorités cherchent à répondre à la gronde sociale qui monte depuis plusieurs mois et se matérialise depuis le début de l'année par des grèves, notamment dans le secteur universitaire sanitaire et même la menace d'une grève générale. Et puis 4 mois après un échec retentissant en Colombie, le monde a évité un nouveau fiasco pour le multilatéralisme environnemental en adoptant hier soir à Rome un compromis de dernière minute sur le financement de la sauvegarde de la nature. En sport basketball, la 5e journée du championnat national de première division se poursuit cet après-midi. Une journée qui a donné son coup d'envoi hier. Toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et à suivre en fin de journal, la chronique du développement qui s'intéresse aux droits des tirages spéciaux ou DTS, un outil utilisé dans le commerce mondial par les institutions financières internationales sans valeur de devise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a eu hier un cadre d'échange avec les gouverneurs des régions par visioconférence. La réunion a porté sur un certain nombre de points comme la présence des représentants de l'État dans les régions, le suivi des actions prioritaires pour la prise en compte des besoins des populations et le suivi des activités des partenaires. À tour de rôle, les gouverneurs ont fait le point des activités menées dans leur circonscription avant d'évoquer quelques difficultés qui ont pour nom insuffisance de personnel, l'insécurité dans quelques endroits ainsi que l'insuffisance de moyens. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Lancement hier jeudi des travaux du processus budgétaire 2026, c'était sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, accompagné de son collègue du commerce. On apprend que le taux d'inflation restera stable à 2,5% et comme en prévision de croissance, il faut s'attendre à 5,5%. 2 panels ont constitué la rencontre. Il s'agit de la gestion des baux administratifs, difficultés et perspectives, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs comme levier d'appropriation des outils du budget programme au Mali. On en sait plus avec Nyanya Aliou Traoré. Le rendez-vous est majeur et est respecté car chaque année, durant le mois de février, la Direction générale du budget, sous la houlette du ministère de l'économie et des finances, tient la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire. Il s'agissait en ce jour pour l'année 2026. Amadou Tidjani Aïdara, directeur général du budget. Les orientations de la politique budgétaire, il s'agira de poursuivre et renforcer en tout cas les acquis. Il s'agira de poursuivre avec la mobilisation beaucoup plus accrue au niveau des recettes, mais également combinée à une rationalisation des dépenses pour faire une meilleure orientation de ces dépenses, pour assurer les dépenses prioritaires sociales et développement, et aussi continuer avec la trajectoire du renforcement des capacités. Depuis 2018, notre pays a basculé en mode budget-programme, un processus qui consiste à instaurer et maintenir une culture moderne de gestion des finances publiques par l'intégration des principes de bonne gouvernance. Les prévisions 2025 s'annoncent rassurantes, notamment en termes de croissance. Alouseini Sanou, ministre de l'économie. Le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5% en 2024 devrait s'accélérer pour atteindre 5,9 et 6,1 respectivement en 2025 et en 2026. L'inflation bien maîtrisée devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3%
grâce à une politique monétaire prudente de la Banque centrale combinée aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Zi Choi, représentant des partenaires techniques et financiers. La présente conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2026 intervient, comme nous le savons tous, dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État fait face. Nous nous réjouissons de constater que malgré ces défis multiples et grâce aux efforts combinés de l'État du Mali et de ses partenaires, l'économie malienne continue de résister et de gagner en robustesse. 2 thématiques à l'ordre du jour de cette journée de lancement. La gestion des baux administratifs, difficultés et perspectives, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs comme levier d'appropriation des outils du budget programme au Mali. Le Mali qui justement dédie son année 2025 à la culture. C'est officiel, le projet Culture Mali 2025 est lancé pour concrétiser la vision du président de la transition. Les acteurs culturels à tous les niveaux se sont mobilisés pour réaffirmer leur soutien à cette initiative présidentielle. Également, plusieurs membres du gouvernement étaient aux côtés du ministre Mahmoud Daffé pour ce grand rendez-vous et grand moment en faveur des arts et de la culture malienne. Compte rendu chez Oumar Sangari. Dans une salle banquet archi-comble au CICB, le cœur vibre à l'unisson sous l'hymne national interprété en bamanankan par le légendaire ensemble instrumental national. Le ton est ainsi donné pour lancer officiellement le projet culturel Mali 2025 qui est la concrétisation de 2025 année de la culture comme l'a voulu le président de la transition dans le cadre du programme présidentiel de développement culturel Mali Dinkoura 2025-2027. Objectif, faire de la culture un levier de transformation sociale et économique en vue de donner au Mali son lustre d'antan sur la scène culturelle mondiale. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Dieu nous a donné ce moment de construire, de rebâtir notre pays, de se donner la main pour cette nouvelle Afrique qui commence dans un point culminant à partir de notre pays, comme notre père de l'indépendance l'avait souhaité. Aujourd'hui, nous sommes non seulement dans la renaissance culturelle du Mali, mais nous sommes dans la renaissance des États du Gourmand, des États du Sahel, in fine, la renaissance africaine. Le projet Culture Mali 2025 s'articule d'abord autour de la revitalisation culturelle des territoires par le biais des industries culturelles et créatives, ensuite autour de la valorisation et promotion du patrimoine culturel au bénéfice de la paix et de la réconciliation, et enfin par la promotion accrue des talents. Comme activité phare, il y aura des réalisations de fresques, des peintures et sculptures sur les artères principales de nos grandes villes, la désignation mensuelle d'un parrain des activités, la formation d'un vivier de 3000 jeunes sur nos fondamentaux à travers une activité intitulée Faso Chifinso ou la case des valeurs, l'organisation des débats publics mensuels sur les thématiques de la culture pour les Maliens d'ici et ceux établis à l'extérieur à travers Faso Baro Kene ou débat citoyen, entre autres. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons commencé le travail depuis janvier. Nous avons lancé déjà des appels à candidature sur les contes, les slams, sur les fresques et les street art dans toutes les régions du Mali. Mais nous avons également commencé depuis début février à travailler sur la cartographie de l'ensemble des territoires, de travailler sur les identités culturelles de chaque région du Mali pour asseoir des industries locales du patrimoine, parce que c'est de cela qu'il s'agit, faire en sorte que la culture nourrit son homme. Ils étaient tous là, slameurs, dosso, korodouga, artistes, bref, toute la crème de la culture malienne. Le comité de coordination des activités de l'année travaille sous l'égide de la Direction nationale de l'action culturelle. Un film sur notre héritage et diversité culturelle a été projeté. 7h09. Parlons religion, c'est un grand invité qui s'annonce chez tous les fidèles musulmans et doit séjourner pendant un mois. Il s'agit du Ramadan, mois au cours duquel la bonne action qui sera multipliée de récompenses selon la volonté de Dieu est le jeûne, car il consiste à adorer Allah en se privant de manger, de boire et en s'abstenir de tout acte pouvant rompre le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il est le 4e pilier de l'islam. Le jeûne est une obligation pour tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté, saint d'esprit,
qui n'est pas en voyage et qui en est capable physiquement. Chacun se prépare à vivre ce mois dans la foi et la solidarité. Les bienfaits du jeûne, surtout sur la santé, dans ce reportage de Kumba Sissako. Le jeûne en islam est un acte de foi, permettant aux musulmans de renforcer leur piété et de cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Boubacar Fadiga, fidèle musulman. Le jeûne est un acte qui joue un grand rôle dans la consolidation de la foi des croyants. Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu t'es soumis. Quand je jeûne, je me sens plus proche de mon Créateur car je m'éloigne de tout ce qui m'est interdit. L'imam Aboubakar Diallo souligne que le jeûne est obligatoire pour les musulmans qui ont l'âge et en bonne santé notamment. Le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est un acte d'adoration, voire une obligation sur tout musulman ayant atteint l'âge de la puberté, qui n'est pas malade, qui n'est pas en cours de voyage et qui n'est pas frappé par l'âge qui l'empêche de jeûner. Car Dieu le Très-Haut dit dans le Coran, dans la sourate 2, versets 183 à 184, je cite, « Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés afin que vous manifestiez votre piété. » Le jeûne a des bienfaits au plan spirituel, selon l'imam Aboubakar Diallo. Quant aux avantages spirituels, le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application. Il crée en lui la crainte de Dieu et la nourrit, et surtout la piété qui est le fondement du jeûne. Au-delà des vertus religieuses, le jeûne a un impact positif sur la santé. Djibril Traoré, nutritionniste. Premièrement, amélioration de la santé métabolique. Le jeûne peut aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang, réduire l'inflammation et améliore la sensibilité à l'insuline. Deuxièmement, ça peut entraîner une perte de poids. En limitant les périodes de consommation alimentaire surtout, le jeûne peut aider à créer un déficit calorique. Troisièmement, le jeûne peut aider à réduire le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps, ce qui peut contribuer à la prévention des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle. À en croire le nutritionniste, même si le jeûne est bénéfique et efficace dans la prévention de certaines pathologies, il n'est pas sans effet secondaire sur l'organisme. Djibril Traoré, nutritionniste. Quant à l'impact négatif, le jeûne entraîne un manque de nourriture, l'abstinence pendant une période bien déterminée. Donc ce manque de nourriture peut entraîner une baisse d'énergie chez le jeûneur. Deuxième aspect, ils peuvent affecter l'humeur et provoquer l'irritabilité chez certains, qui passent par les changements hormonaux causés par le jeûne. Troisième aspect, les pertes musculaires. En absence de protéines suffisantes, le corps peut dégrader les tissus musculaires pour obtenir de l'énergie. Donc en résumé, le jeûne prolongé sans une alimentation équilibrée peut entraîner une déshydratation chez le jeûneur, voire même des carences en vitamines et des minéraux essentiels. Lorsque vous pratiquez le jeûne, il est important d'adopter certaines habitudes et comportements pour maximiser les bienfaits et minimiser les risques du jeûne. Voici quelques conseils pour le jeûneur. Premier conseil, planifiez des repas équilibrés et nutritifs pour les périodes où vous mangez. Consommez les aliments riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et boire également beaucoup d'eau pour rester hydraté pendant la journée. Deuxième conseil, l'activité physique doit être modérée. Le jeûneur doit également bien dormir car un repos adéquat est essentiel pour le bien-être général et la récupération. En somme, le jeûne n'est pas une simple privation alimentaire. Il permet aussi de purifier l'âme et d'améliorer le bien-être du corps. Toutefois, il est essentiel de tenir compte des recommandations des spécialistes de la santé pour que le jeûne ne soit pas une gêne. AES, actualité. Dans l'espace AES, première escale au Burkina, c'est parti pour la 10e édition de la fenêtre des écoles qui s'y tient en marge de la Biennale du cinéma africain. La cérémonie officielle d'ouverture s'est effectuée à l'Institut supérieur de l'image et du son en présence du ministre en charge de la culture.
Ce rendez-vous des acteurs du cinéma se veut un cadre de rencontre entre les écoles de formation et les professionnels du cinéma. Durant 5 jours, des étudiants de différents pays vont prendre part à des masterclass, des conférences et des rencontres avec des professionnels du cinéma en vue d'améliorer leurs compétences et de créer des relations professionnelles. Julie Kayel Kafando de la radio du Burkina. Environ 180 étudiants de plus de 17 pays prennent part à la 10e édition de la Fenêtre des écoles, un cadre d'échange pour permettre aux étudiants de développer l'esprit de travail d'équipe selon le directeur général de l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École, Frédéric Kabouri. Nous organisons la Fenêtre des écoles pour permettre aux étudiants africains de se connaître. Vous savez, pour faire des films, nous travaillons par affinité. C'est quand vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est difficile. Mais si ces étudiants ont l'opportunité de se frotter pendant qu'ils sont sur les bancs, ils retiennent les adresses et ils continuent de communiquer entre eux et ils peuvent se mettre ensemble sur des projets. Les masterclass, panels des écoles, workshops sur la direction de la photographie sont entre autres activités de cette 10e édition. Le ministre en charge de la culture encourage les futurs professionnels du cinéma à contribuer activement à la revalorisation des récits africains. Pek Douende Gilbert Ouedraogo. Vous êtes les porteurs d'une vision nouvelle, d'une écriture cinématographique tout aussi audacieuse que celle de vos aînés. Par vos œuvres, vous raconterez notre fière Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en explorant ses réalités, ses défis et ses espoirs. À travers vos films, vous contribuerez à la revalorisation de nos récits, à la promotion de notre patrimoine et à la construction d'une industrie cinématographique africaine forte et concurrentielle. La Fenêtre des écoles se tient en marge du FESPACO depuis 2007. Au cours de la cérémonie, des étudiants en fin de formation ont reçu leur parchemin, notamment en réalisation, en montage et en son. Au Niger, voyons à présent avec Abdraman Boukari l'ouverture à Difa des travaux du 2e forum des jeunes sur le numérique. C'est le secrétaire général de la région de Difa qui a présidé l'ouverture des travaux. Suivant. Jeunesse et numérique, renforcer les compétences des jeunes pour une gestion inclusive des menaces en ligne, favorisant l'égalité de genre et la lutte contre le cyberharcèlement. Tel est le thème central de ce forum organisé par l'ONG Church for Common Ground à travers son projet dénommé Lafi Kibarou informé pour la paix. Pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Attahir Mohamed Maïdouka, ce forum permettra à la jeunesse de Difa de cerner tous les contours liés au numérique. Ce forum est important parce que le numérique est à la fois une chance et un défi pour notre jeunesse. Une chance, car il ouvre des portes immenses en matière de connaissances, de créativité et de connexion au monde. Un défi, car il expose les jeunes à des risques réels, tels que le harcèlement, la désinformation, l'exploitation des données personnelles et l'exclusion numérique, notamment pour les filles et les femmes. M. Attahir Mohamed Maïdouka a, au terme de son intervention, invité les jeunes à saisir cette opportunité pour apprendre, partager et proposer des idées innovantes afin de faire du numérique leur terrain de jeu, mais aussi et surtout leur champ de bataille pour un monde plus juste et plus inclusif. Actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, les autorités cherchent à répondre à la grogne sociale qui monte depuis plusieurs mois et se matérialise depuis le début de l'année par de grèves, notamment dans le secteur universitaire ou de la santé et même la menace d'une grève générale. Une réunion tripartite avait lieu hier entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Pendant 3 heures, syndicalistes, patrons et ministres se sont succédés à la tribune pour établir le diagnostic de la crise que traverse le Sénégal et formuler leurs demandes. En République démocratique du Congo, le plan de réponse à la crise humanitaire s'est tenu hier à Kinshasa pour tenter de mobiliser des fonds auprès des bailleurs internationaux. Pourtant, malgré l'aggravation de la crise dans l'est du pays, les fonds récoltés risquent d'être moins élevés que l'année dernière avec la réduction des financements américains à l'aide internationale. L'objectif est de mobiliser 2,54 milliards de dollars auprès des bailleurs de fonds internationaux. Or, cette enveloppe va être encore plus difficile à trouver que les années précédentes en raison de la crise de financement international liée au gel des aides américaines. En Afrique du Sud, les ministres des Finances du G20 se sont réunis au Cap pendant 2 jours
Alors qu'il représente 85% du PIB mondial et 75% du commerce international, cette rencontre n'a pas reçu l'engouement attendu, notamment avec l'absence des ministres des États-Unis, du Japon ou encore de la Chine. Mais après 2 jours d'échange, les ministres des Finances présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun, ce qui aurait pu être un symbole positif en matière de collaboration mondiale. Nous sommes à présent à Madagascar. Le Fonds monétaire international décaisse 101 millions de dollars pour répondre aux besoins financiers de Madagascar. Ce versement a été officialisé hier après plusieurs mois de retard, les autorités malgaches n'ayant pas rempli à temps les conditions exigées par le bailleur. Au total, la grande île pourra accéder à plus de 650 millions de dollars de financement d'ici à 2027, à condition de poursuivre les réformes pour équilibrer son budget. Et terminons par cette actualité. Succès pour la COP16 biodiversité à Rome. Après les blocages il y a quelques mois à Cali, en Colombie, les délégués de plus de 150 pays sont parvenus à un compromis autour d'une feuille de route d'ici à 2030 pour augmenter les financements alloués à la préservation de la biodiversité qui s'effondre sur la planète à cause des pressions humaines. Du sport à présent, pendant qu'il est 7h20, handball, c'est parti pour le projet handball l'école, un projet officiellement lancé hier dans la salle Abdallah Idara du stade du 26 mars. Le handball à l'école est un projet ambitieux pour la Fédération malienne de handball visant à introduire la discipline dans les établissements scolaires. En ce qui concerne le basketball, la 5e journée du championnat national de première division se poursuit cet après-midi, une journée qui a donné son coup d'envoi hier. Toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga. Voyons tout cela avec Isaac Chenou. On commence par le basketball. La 5e journée du championnat national de première division de basketball se poursuit cet après-midi et le Savane de Boko affrontera en dames et messieurs l'ISFAS. L'AS Police en dames jouera contre Caravan Sport et sera face au centre Mamadou Kane en homme. En ouverture de cette journée hier, en homme, victoire du CRBT 68-46 sur l'attaque club de Kidal. Faso Canon a plié devant la SL Bako 78-60. Sur les dames, la commune 6 a perdu devant la SL Bako 75-46. Le CRBT a été battu par le Djoliba de Bako 87-31. Le CRBT concède ainsi sa 5e défaite en 5 journées de championnat. Pour son entraîneur, ses contre-performances s'expliquent par le manque d'expérience de son équipe. Issa Diarra s'exprime au micro de Salif Ouedraogo. C'est une nouvelle équipe qui vient de la 2e division. Pour le moment, il y a un manque d'expérience énorme qu'elle a. Ce qui fait que depuis que le championnat a commencé, on n'a pas pu gagner un match. Mais nous comptons vraiment, c'est avant la fin du championnat, faire le maximum pour se maintenir. Pour le Djoliba, on ne parle pas d'expérience, mais pense plutôt que la bataille s'est gagnée sur le plan physique. Et c'est Aboubacar Maïga s'exprime toujours au micro de Salif Ouedraogo. La clé, on a un jeu très rapide. Au départ, il y a l'équipe de Tombouctou qui avait essayé de nous couper cela. L'équipe, c'est vraiment une équipe qui a été préparée très physiquement. Donc cet aspect physique, on l'a mis en place. Les filles ont essayé de courir beaucoup de fois afin qu'on puisse avoir des jeux de contre-attaque. Et c'est ce qui explique le grand nombre de scoring comme ça. Toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga. Handball, la salle de basketball du stade du 26 mars a abrité le lancement officiel du projet Handball à l'école de la Fédération malienne de la discipline. Le handball à l'école est un projet ambitieux visant à introduire le handball dans les établissements scolaires. L'initiative vise à promouvoir l'activité physique, le travail d'équipe et l'esprit sportif parmi les jeunes et surtout vulgariser la discipline pour un avenir meilleur au Mali. Un événement co-présidé par le ministre de l'Éducation nationale et celui en charge de la jeunesse et des sports. Suivant le compte rendu de Fangourou Diourti. Le lancement du projet handball à l'école a eu lieu ce 27 février 2025 dans un cadre festif et dynamique mettant en avant l'importance du sport dans le développement des jeunes. L'événement s'est déroulé dans la salle de basketball du stade du 26 mars qui a été envahie par des jeunes scolaires impatients de découvrir cette discipline sportive. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Depuis la mise en place du bureau actuel, nous avons toujours pensé à promouvoir le handball en milieu scolaire, à promouvoir le handball à la base. Ce projet va toucher à peu près 20 000 jeunes à travers le Mali. Pour un départ, nous allons commencer à Bamako, aussi Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso. En deuxième phase, on va voir les autres régions. Le handball, sport populaire et dynamique, a le potentiel d'attirer de nombreux jeunes. En intégrant cette discipline dans le milieu scolaire, la Fédération malienne espère non seulement populariser ce sport, mais aussi contribuer à l'éducation physique des élèves. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Les jeunes, il faut les ramener au sport. Ce n'est pas les éloigner des études, au contraire. On dit bien un esprit sain dans un corps sain.
Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et du sport. Le handball à l'école, je pense que c'est une initiative extrêmement importante. Et je pense que d'amener le handball au niveau de l'école, cela permet justement aux enfants de connaître toutes les valeurs derrière le handball, toute la discipline derrière ce sport et vraiment toute la combativité. Vous savez, quand on joue au handball, ça demande beaucoup d'efforts, mais également ça demande beaucoup de technique. Et je pense que ça va beaucoup aider les jeunes dans ce sens-là. Ce lancement officiel du handball à l'école a été marqué par 2 matchs d'exhibition qui ont non seulement mis en valeur les talents des jeunes athlètes, mais aussi éveillé l'enthousiasme et l'esprit de compétition parmi le public. Ces matchs ont également permis aux jeunes de voir le handball en action et d'imaginer leur propre participation à ce sport. Des prestations d'humoristes ont ajouté une dimension festive à l'événement. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse aux droits de tirage spéciaux ou DTS, un outil utilisé dans le commerce mondial par les institutions financières internationales sans valeur de devise. Qu'est-ce que les droits de tirage spéciaux et quels sont leurs mécanismes de fonctionnement? Élément de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté. Créés par le Fonds monétaire international, les droits de tirage spéciaux DTS sont un instrument au service des pays membres. S'ils ne sont pas des devises, les droits de tirage spéciaux demeurent des valeurs d'échange sur le marché international. Alors, qu'est-ce que les droits de tirage spéciaux? Écoutez les explications de Modibo Maoumakalou, économiste. Les droits de tirage spéciaux sont des avoirs internationaux, c'est-à-dire c'est un actif, mais ce n'est pas une devise. Évidemment, c'est un instrument monétaire international qui a été créé par le Fonds monétaire international en 1969, mais qui est utilisé par la plupart des organisations financières internationales. Ces DTS avaient été créés parce que, vous saviez, quand on a mis en place les accords de Bretton Woods en juillet 1944, c'était pour créer le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il s'agissait essentiellement de stabiliser le système monétaire international et aussi stabiliser les monnaies pour pouvoir permettre des échanges fructueux au niveau du commerce international. Les droits de tirage spéciaux sont composés d'un panier de devises, notamment les 5 devises les plus importantes. Et dans cet ordre d'importance, c'est le dollar américain, ensuite l'euro, ensuite la livre sterling britannique, le yen japonais et depuis 2016, le yuan ou le renminbi chinois. L'allocation et l'utilisation des droits de tirage spéciaux se font suivant des mécanismes bien établis. Chaque pays peut en obtenir en fonction de ses quotes-parts au niveau du Fonds monétaire international. C'est les accords de Bretton Woods qui avaient fixé l'étalon or. Ça veut dire que les monnaies étaient évaluées en fonction de leur poids en or. Et les accords de Bretton Woods avaient fixé que 35 $ américains valaient 1 once d'or, 1 once troy. Mais évidemment, ce système a pris fin avec la suspension par les États-Unis, le président Nixon, le 15 août 1971. Donc maintenant, nous sommes revenus au régime de change flexible. Ça veut dire que c'est l'offre et la demande qui créent le taux de change de ces différentes monnaies. Mais les DTS sont alloués généralement aux pays en fonction de leur quote-part. Parce que vous savez, tous les pays, je crois que le Fonds monétaire a 191 membres, et chaque pays fournit ce qu'on appelle une quote-part. Et ce sont les États-Unis qui ont la quote-part la plus élevée. Donc c'est l'actionnaire majoritaire qui dispose du droit de veto. Depuis sa création, c'est utilisé comme unité de compte au niveau des organisations internationales comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Les caractéristiques des droits de tirage spéciaux sont nombreuses. Si au départ, les DTS avaient valeur de réserve d'or pour un pays, de nos jours, les données ont changé. Modibo Maoumakalou, économiste. Puisqu'il n'y avait pas assez d'or, on a utilisé les DTS. C'est-à-dire quand on alloue des DTS à un pays, il peut les échanger contre des devises. Évidemment, le cours des DTS est évalué tous les jours par le Fonds monétaire international. Si je vous prends l'exemple du 26 février 2025, un DTS équivalait à 820,97 francs CFA. Mais ça change tous les jours. Aussi, la proportion en fonction de la puissance des pays sur le plan
économique et commerciale, les proportions de DTS varient. Ça veut dire que les États-Unis, quand on créé en 1969, avaient un poids plus important qu'ils ne l'ont maintenant. Et évidemment, avec certains pays comme la Chine et la Russie qui demandent la dédollarisation, évidemment, on voudrait que le dollar ait un rôle moins important dans les transactions internationales et qu'on utilise davantage les droits de tirage spéciaux. Un changement de paradigme réclamé par ces pays pour rétablir une équité dans les transactions financières à l'échelle mondiale. Car selon les statistiques, près de 60% des échanges internationaux se font en dollars. Au bout d'une demi-heure, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce 7h, présenté par Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Mamadou Diallo, mise en ligne Mohamed de Koulibaly, réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Tout à l'heure, la page météo suivront les avis et communiqués qui seront présentés par Fatim Dambélé. La rédaction vous donne rendez-vous à 13h. Barakissa Ouattara sera là pour la 2e édition. D'ici là, mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Belle journée de vendredi à tous sur le RTM.